bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau rendez-vous du Clusif. On s'intéresse aujourd'hui à un sujet brûlant, en tout cas très critique pour notre écosystème cyber, l'informatique quantique, qui semble menacer nos systèmes de cryptographie actuels. Et pour en parler, j'ai le plaisir donc d'accueillir Christophe Tran. Christophe, en quelques mots, je te laisse te présenter. Merci William. Donc effectivement, Christophe, j'ai commencé il y a un certain nombre d'années maintenant, je ne vais pas dire combien, par une thèse en cryptographie, en géométrie algébrique appliquée à la cryptographie. Et puis j'ai évolué autour de ces sujets de crypto, d'abord en banque en tant qu'expert monétique et cryptographique, et puis ensuite dans un laboratoire CESTI, donc le laboratoire CESTI, Centre d'évaluation de sécurité des techniques de l'information. Donc ce sont ces prestataires finalement qui réalisent les évaluations de sécurité pour le compte de l'ANSSI dans ce processus de livrance de certification de sécurité de type critères communs ou CSPN. Et dans ce cadre-là, moi je faisais les évaluations cryptographique uniquement et je ne m'occupais pas du reste du produit. Et puis j'ai continué à vieillir et j'ai un petit peu évolué pour m'occuper plus de gouvernance des risques, etc. Aujourd'hui chez Advance. Très bien. Alors, avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions durant l'interview et nous y répondrons à la fin de l'exposé. Alors Christophe, l'informatique quantique, sujet d'actualité ou pas? Quand j'ai préparé un petit peu cet exposé, je tapais un petit peu ce que je voulais voir sur Internet et je me suis rendu compte que l'UNESCO avait déclaré 2025 année internationale de la science et de la technologie quantique. Vous voyez ici sur le petit disclaimer, c'était pour les 100 ans de... je ne sais plus trop quoi d'ailleurs, mais peu importe. Voilà, donc 2025, année de la quantique, et en particulier, vous voyez en bas à droite, là vous avez un petit événement sur la crypto post-quantique qui va arriver très bientôt. Donc là, je n'arrive pas à lire parce que c'est tout petit, mais c'est les 13 et 14 mai à Londres pour ceux qui ont la chance de pouvoir y aller. Voilà. D'accord. Allez, entrons dans le vif du sujet. Et j'ai une première question pour toi. L'ordinateur quantique, est-ce que c'est vraiment une menace et pourquoi? Oui, donc du coup, effectivement, on a choisi ce sujet-là pour des raisons quand même assez précises. Les ordinateurs quantiques, quand ils arriveront, ils auront plein de bénéfices, d'applications très intéressantes dans plein de domaines différents, dans la biologie, dans la recherche, etc. Et malheureusement, il y a une contrepartie, c'est côté cryptographie, où effectivement, les chercheurs ont découvert ces algorithmes de Shor et algorithmes de Grover, qui vont casser tous les algorithmes asymétriques actuels et qui pourraient, ça c'est pas tout à fait clair, mais qui pourraient nous obliger à doubler les tailles de clés pour les algorithmes symétriques finalement. Mais alors, si j'essaie de comprendre, si aujourd'hui il n'y a pas de menace directe avec le quantique sur nos clés RSA, nos clés asymétriques, pourquoi on parle de menace? Et tu parles ici, dans ton slide, d'effet rétroactif. Qu'est-ce que c'est? Ouais, alors du coup, effectivement, c'est un petit peu là le sujet brûlant, j'ai envie de dire, dans l'affaire. Donc, ce sont ces attaques qu'on appelle StarNow Decriblator, qui se déroulent selon le scénario suivant, où un attaquant s'amuse à sniffer, à collecter finalement plein de communications à l'heure actuelle. Donc, à l'heure actuelle, l'attaquant, il n'a pas d'ordinateur quantique, donc ces communications chiffrées, il ne peut pas en faire grand-chose. Mais il est patient, il attend, et il conserve ça patiemment. Et puis, il attend le jour où, justement, on a sur le marché des ordinateurs quantiques qui sont disponibles. Il s'en achète un et paf, il peut déchiffrer du coup toutes ces données, toutes ces communications. Et donc la question qu'on doit se poser, c'est, en tout cas que les RSSI peuvent se poser, vos données là aujourd'hui qui sont chiffrées, combien de temps est-ce que vous souhaitez finalement qu'elles restent chiffrées? Est-ce que c'est 1 an? Est-ce que c'est 5 ans? Est-ce que c'est plus? Et puis donc vous vous amusez à faire vos petites prévisions temporelles. Donc voilà la durée pendant laquelle je veux que mes données soient chiffrées, et puis la durée pendant laquelle on est encore un petit peu sécure parce qu'il n'y a pas d'ordinateur quantique. Et vous essayez de voir est-ce que ça match, est-ce qu'on est sécurisé ou pas. D'accord. Donc si je résume, la cryptographie doit évoluer et il faut se préparer dès maintenant à de futures attaques sur nos données.
Ok, on a posé les bases, c'est très bien, mais maintenant, concrètement, c'est quoi une menace quantique? Oui, tout à fait. Donc, on l'a dit tout à l'heure très rapidement. Donc, voilà, on a ces algorithmes de, de Shor, de Grover. Je rappelle là dans ce petit tableau donc, voilà, les petites bases de cryptographie très rapidement. Donc, vous vous rappelez qu'il y avait ces différentes familles finalement d'algorithmes. Donc, la cryptographie symétrique d'un côté, la cryptographie asymétrique de l'autre. Et puis, on a aussi donc, ces objets qui sont très très utiles, les fonctions d'hachage qui nous permettent de faire plein de choses. Et si vous regardez donc la partie droite du tableau, vous voyez qu'on a ces couleurs qui ne sont pas de bon augure quand on est un expert en cybersécurité. Donc on a la deuxième ligne, la cryptographie asymétrique qui est rouge, donc totalement vulnérable effectivement à l'avènement des ordinateurs quantiques. Et puis on a les deux autres lignes où on n'est pas rouge, mais on n'est pas totalement vert non plus. Donc voilà, il va falloir se préparer un petit peu. Du coup, on a quand même une question à se poser, c'est pour mettre en place donc, ces attaques, évidemment, ça signifie qu'il faut quand même avoir ces ordinateurs quantiques sous la main. Et donc, c'est pour quand cette histoire-là ça, c'est pas tout à fait clair. Ça, c'est un petit jeu que vous pouvez vous amuser à faire chez vous. Vous prenez votre moteur de recherche préféré et puis vous tapez les mots suprématie quantique. La suprématie quantique, c'est quoi? Bon, pour résumer, pour aller très vite, la suprématie quantique, c'est quand les ordinateurs quantiques, finalement, vont totalement surpasser les meilleurs ordinateurs classiques. Voilà, donc c'est définition un petit peu grossière que je fais là, mais en tout cas c'est ça l'idée. Et ce qui est assez rigolo dans ce domaine-là, c'est que très régulièrement, toutes les grandes boîtes finalement qui travaillent sur le sujet font des annonces pour dire voilà, on a atteint la suprématie quantique. Et non seulement on l'a atteint, mais en plus ce qu'il faut savoir, c'est que tous les autres avant nous qui ont dit qu'ils l'ont atteint, en fait ils ont menti, ils l'ont pas atteint, c'est nous les premiers. Donc vous pouvez vous amuser, là, je me mis plein de petites dates, donc ça arrive très très régulièrement. Donc c'est un jeu rigolo. Ceci étant dit, de façon un peu plus sérieuse, et qu'on s'éloigne un petit peu de ces annonces voilà, un petit peu spectaculaires. Les chercheurs sont quand même assez d'accord pour dire qu'ils ils commencent à être optimistes sur l'avènement des ordinateurs quantiques. Alors optimistes pour eux, parce que pour eux c'est une bonne chose, pour nous ça l'est moins, mais peu importe. Voilà, ils sont très optimistes sur le fait que ça va arriver bientôt. Alors le bientôt, je ne suis pas capable de le quantifier, mais ça va arriver en tout cas bientôt. Donc voilà, donc on a cette histoire-là. Et du coup, je vous avais dit tout à l'heure en introduction, on avait donc ces attaques rétroactives qu'il fallait prendre en compte. Et puis le deuxième point qu'on va aborder dans la suite de cette présentation, c'est que entre le moment où on se dit, OK, voilà, on se met en ordre de marche, on se prépare, on va être sérieux et on va prendre en compte donc, cette menace quantique, et le moment où on sera totalement prêt pour finalement l'affronter sereinement, il va se passer un petit peu de temps. Ce n'est pas tout à fait immédiat. Donc c'est pour ça qu'il va falloir quand même commencer à réfléchir assez rapidement. D'accord. Donc, en synthèse, la menace, elle est réelle, même si on a un calendrier encore incertain. Le risque rétroactif, c'est un vrai problème effectivement aujourd'hui, et il faut protéger cette donnée sensible dès maintenant. Ok. On a vu la menace quantique. Est-ce que maintenant on peut s'intéresser aux solutions, aux algos de crypto post-quantique? Et d'ailleurs, on dit algo quantique, algo post-quantique. C'est quoi la différence? Tout à fait. Donc ça c'est un point. Pardon. J'avais pas répété ça, le fait de tousser. Ça c'est un point qui est important effectivement. Donc on a d'un côté à gauche là. La cryptographie quantique, ce qu'on appelle également la distribution de clés quantiques. Ça n'a rien à voir avec la crypto post-quantique, ça il faut bien comprendre. La cryptographie quantique, en fait, c'est vraiment un exemple joué, vraiment un cas d'école, qui permet aux physiciens d'illustrer de façon assez ludique certaines propriétés de la mécanique quantique. Mais donc voilà, c'est vraiment un exercice pour physiciens. Ça n'a jamais été pensé par des chercheurs en cryptographie pour faire de la cryptographie. D'ailleurs, un point qui est assez enquiquinant dans cette histoire de cryptographie quantique, c'est que ça repose forcément sur des mécanismes quantiques et donc sur une technologie quantique et pas du tout sur les ordinateurs classiques qu'on a aujourd'hui. Donc voilà, essayer de se préparer dès aujourd'hui avec une technologie dont on ne dispose pas finalement, c'est quand même un peu embêtant. Et à côté de ça, par contre, voilà, vous avez la cryptographie post-quantique, ça faut bien comprendre, ce sont des algorithmes qui fonctionnent aujourd'hui sur nos ordinateurs classiques et qui ont été pensés par des chercheurs en cryptographie pour faire de la cryptographie. C'est vraiment le but. Donc ça n'a rien à voir. Du coup, voilà, toute la partie cryptographie quantique, vous oubliez. Vous avez d'ailleurs une note de l'ANSI sur le sujet, donc vous pouvez taper. Pareil, vous reprenez votre moteur de recherche de tout à l'heure, et puis vous notez ce coup-ci ANSI distribution de clés quantiques, et vous allez voir, et ils sont très très complets sur le sujet. Voilà, ça vous oubliez, et vous passez sur la partie droite maintenant de la slide sur la crypto post-quantique.
Alors, c'est quelque chose qui est, pardon, quelque chose qui est bien connu, mais que je rappelle quand même rapidement. On a quand même ce programme international de standardisation qui a été mené par le NIST, qui a duré quand même un certain nombre d'années, qui a été organisé autour de plusieurs rounds successifs, voilà, où on a sélectionné un certain nombre d'algorithmes, on les a étudiés un petit peu tous, on a regardé à droite, à gauche, on les a décortiqués dans tous les sens, et puis à la fin, on allait jusqu'au bout du processus en disant, bah voilà, bah, ceux qui ont gagné, ce sont ceux-là, et c'est ceux-là qu'on va retenir. C'est quand même quelque chose qu'il faut mettre en avant, qu'il faut mettre en valeur déjà, parce que c'est, comme je disais, une compétition internationale qui a réuni vraiment tous les chercheurs, toutes les institutions. Voilà, alors, enfin, ça c'est vraiment un titre personnel, mais je trouve que c'était quand même assez passionnant d'un point de vue historique, finalement, d'avoir tous ces acteurs différents, qui viennent d'entités différentes, qui travaillent dans des universités un petit peu peut-être compétitrices les unes par rapport aux autres, hein, qui travaillent ensemble dans le même but de trouver quels sont les algorithmes qui vont être les plus performants pour résoudre notre problème d'ordinateur quantique. Et, je trouvais ça quand même assez chouette. On n'a pas toujours des bonnes nouvelles, donc ça c'est quand même assez intéressant. Autre chose à dire sur ce programme, ça a quand même permis de poser un cadre de réflexion finalement, voilà, plutôt que laisser les gens se disperser, réfléchir chacun de son côté sur des problématiques différentes, etc. Non, voilà, on trace quand même une autoroute en disant bah, c'est un petit peu ça le cadre. Il y a plein de place pour tout le monde pour faire un petit peu ses recherches, mais on essaye de respecter ce cadre-là avec ces objectifs-là. Et ça aussi, c'était quand même assez intéressant. Très rapidement, si je vous rappelle la timeline, je vous ai dit, donc ça a duré quand même pas mal d'années. On est arrivé jusqu'au bout, donc avec voilà, ce que vous voyez tout à la droite de ma frise, finalement sur nos candidats qui sont venus pour la standardisation, hein, pour réaliser donc, de la signature ou du chiffrement de clés finalement. Voilà, donc ça c'était vraiment sur ta question, William, sur voilà, qu'est-ce que c'est que la crypto post-quantique et quels sont les algorithmes qu'il faut utiliser. William et moi, nous sommes de bons élèves quand même, donc on va respecter un petit peu ce qui se fait en France, on va regarder un petit peu ce que dit l'ANSSI sur le sujet, c'est quand même pas mal. Donc l'ANSSI a publié successivement 2 avis, d'abord en 2022 et puis une mise à jour en 2023. Alors en 2022, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que, c'est ce que tu disais tout à l'heure, hein, la menace quantique est réelle et doit être prise en compte dès aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était il y a 3 ans, donc on va dire que c'est aujourd'hui un petit peu long, mais aujourd'hui quand même. Et pour nous aider justement sur la prise en compte de cette menace, il y a quand même deux enseignements très importants que l'ANSSI a bien mis en avant. Premièrement, c'est la notion d'algorithme hybride. Hein, donc l'ANSSI dit, là, je fais que paraphraser, les algorithmes post-quantiques aujourd'hui sont encore récents et peu matures. Et donc l'ANSSI recommande de ne pas passer brutalement des algorithmes d'aujourd'hui qu'on connaît très bien vers les algorithmes post-quantiques, mais voilà, de laisser la place, donc une phase où on va mettre en place donc, des algorithmes hybrides. Donc ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est cette notion de crypto-agilité. Qu'est-ce que c'est la crypto-agilité? Ouais, alors du coup la crypto-agilité, en fait, c'est cette notion qui permet de prendre en compte de façon proactive finalement les futures vulnérabilités cryptographiques possibles et ainsi de pouvoir assez facilement finalement basculer d'un algorithme vers un autre si jamais on a un problème. Donc là on en parle beaucoup aujourd'hui dans le contexte de l'ordinateur quantique, hein, de la crypto post-quantique, où on se dit bah voilà, il va falloir migrer un petit peu de RSA, ECC, etc. vers des algos post-quantiques. Mais si on regarde un petit peu dans le passé, ça s'est déjà arrivé en fait, hein, si vous vous rappelez, pour les plus jeunes d'entre nous, à l'époque, quand on utilisait du MD5, quand on utilisait du SHA-1, quand on utilisait du DS, et qu'un jour on nous a dit non, mais il faut arrêter tout ça, c'est pas bien en fait. C'est pas bien, mais qu'est-ce que je fais? Voilà, donc ça nous a occasionné pas mal de questions à l'époque et aujourd'hui il faut recommencer un petit peu l'exercice. Voilà sur la partie crypto-agilité. Quand on parle d'approche hybride, ouais. Tu peux en dire un petit peu plus? Oui, tout à fait. L'approche hybride, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est que finalement on a donc nos algorithmes d'aujourd'hui, nos algorithmes classiques finalement, RSA, etc., qui sont là depuis longtemps quand même, qu'on connaît bien, qui sont assez éprouvés finalement, parce que depuis le temps qu'ils sont là,
RSA, c'était quand même voilà, les années 70. Donc depuis le temps que c'est là, il y a quand même pas mal de monde qui a essayé de les attaquer, de les casser, etc. Donc ça continue à tenir la route, donc ça c'est bien. Mais le problème de ces algorithmes classiques, évidemment, c'est que c'est vulnérable aux attaques quantiques. C'est justement le but du sujet d'aujourd'hui, hein. C'est pour ça qu'on est là. Et à côté de ça, c'est ce qu'on disait, on a donc ces nouveaux algorithmes, les algorithmes post-quantiques, qui reposent sur des problèmes mathématiques différents, ce pas les mêmes, qui sont très sexy, qui sont construits pour résister aux attaques quantiques, mais qui sont très récents, c'est ce que disait Nancy tout à l'heure, c'est ce que je disais, très récents, et donc du coup, on n'a pas tout cet historique, vraiment tout ce passé, où on a pu éprouver, on a pu tester, où il y a eu plein d'acteurs malveillants qui ont pu essayer de faire des choses bizarres avec ces algorithmes. Donc finalement, on se dit, voilà, est-ce que ces algorithmes vont continuer à tenir la route ou est-ce qu'il peut y avoir des accidents? Et notamment, c'est ce qu'on a vu en 2024, donc l'an dernier, il y a eu des algorithmes qui ont fait partie de ce processus de standardisation du NIST finalement et qui, juste avant de franchir la ligne d'arrivée, se sont cassés la gueule. Donc ça, c'est très malheureux. Donc c'était tous les algorithmes qui étaient autour des isogénies de courbes elliptiques. Donc voilà, donc on se dit, si eux ils sont tombés, pourquoi pas les autres? Et donc du coup, ce que dit Nancy, c'est qu'il faut utiliser un petit peu le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire que je vais utiliser d'un côté mes algos classiques qui sont bien robustes, bien solides, éprouvés, etc., la vieille marmite. Et puis d'un autre côté, je vais utiliser donc les nouveaux algorithmes également qui permettent de résister le post-quantique. Et puis hop, je vais les hybrider ensemble. Et comme ça, j'aurai le meilleur des deux mondes. Je vais avoir quelque chose qui va résister à la fois de façon robuste aux attaques classiques et puis de façon proactive du coup aux attaques quantiques. Donc ça, c'est vraiment sur l'aspect vraiment très très sécurité. Et puis il y a un deuxième aspect que je voulais mettre en avant ici également, c'était l'aspect conformité finalement. Donc si votre entité est soumise à certaines normes, à certaines réglementations, typiquement je pense à EIDAS, côté Union européenne, ces réglementations-là vous demandent d'utiliser des algorithmes qui résistent aujourd'hui aux attaques classiques, etc. etc. Et c'est assez compliqué pour un service de confiance, un prestataire de service confiance, donc un trust service provider, de dire aujourd'hui, moi, je décide d'arrêter d'utiliser du RSA parce que voilà, je veux passer directement au post-quantique et donc votre algorithme, là, j'en veux plus. Oui, d'accord, peut-être que tu n'en veux plus, mais il faut quand même que tu continues à cocher tes cases là, dans ton fichier de suite conformité. Donc voilà, donc, si tu passes par l'approche hybride, au moins comme ça, tu peux avoir tout ce que tu veux. Donc c'est quand même vachement pratique cette histoire-là. D'accord. Donc moi je retiens plusieurs choses. Un, on parle d'algo post-quantique pour commencer. Deuxièmement, des standards maintenant existent, ceux du NIST, que la cryptographie hybride est une solution pragmatique. Il y a un mot que je retiens, c'est le mot crypto-rigidité. Je pense qu'il sera le mot à la mode, si je puis dire, pour les prochains mois. On va maintenant parler action. Et est-ce que tu peux nous dire, Christophe, comment réussir sa transition vers les algorithmes post-quantiques? Ouais. Alors, du coup, effectivement, voilà, sur cette slide, vous avez le plan, qui n'est pas un plan, c'est pas un plan qui va surprendre beaucoup de monde, je pense, dans l'audience. Voilà, diagnostic, planification, exécution, et puis voilà pour ceux qui sont fans donc du PDCA, de la roue d'animation continue. Donc là maintenant, c'est l'animation du coup dans le temps de notre structure. Avant de rentrer du coup dans l'explication de texte de ces différentes phases, un petit mot, donc là encore une fois je me suis amusé, vous reprenez à nouveau votre moteur de recherche et puis vous allez chercher dessus effectivement tous ces frameworks, tous ces schémas finalement qui permettent de vous aider, de vous guider dans ce processus de migration et de passage donc, aux algorithmes post-quantiques. Il y en a plein, il y en a vraiment plein. Il y en a plein avec à chaque fois des petites nuances, des petites différences. Bon, globalement, ça respecte quand même voilà, les 4 phases que je disais tout à l'heure. Tout le monde est un petit peu près d'accord avec ça, même si certains les nomment un peu différemment, même si la phase 1 est un peu plus grande que ce que j'ai mis là, et la phase 2 peut être un peu plus petite, enfin peu importe, c'est un peu le truc. Ce qui est rigolo quand même dans le petit patchwork que je vous propose ici, là, si vous regardez en bas à gauche, le titre en bleu, là ça devient carrément méta, parce que là c'est un article
qui fait vraiment la revue de tous les articles, de toutes les recherches qui ont été faites sur le sujet et qui nous fait, voilà, donc c'est un article sur les articles, c'est quand même vachement rigolo. Un autre point que je voulais mettre en avant également, regardez maintenant en bas à droite, hein, voilà, là on est encore sur la migration post-quantique, mais sur un point très très particulier, sur l'IoT, sur l'outil, comme quoi finalement ça a beau être des sujets de recherche, les aspects très pratiques, vraiment très, très opérationnels sont quand même pris en compte, et donc voilà, on sait que la sécurité des systèmes industriels, ça doit prendre en compte des contraintes différentes, voilà, un écosystème différent, etc., etc., des menaces différentes, et même en cryptographie c'est vrai, et puis les chercheurs le savent, ils travaillent dessus. Voilà. Du coup, si on rentre dans le détail de ces différentes phases, dis-nous tout, on veut tout savoir. Eh bien, on y va. Du coup, forcément, on commence par comprendre de quoi est-ce qu'on parle. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que je fais? J'essaie de comprendre quelles sont les utilisations actuelles de cryptographie dans mon entité. Donc, à quoi sert la cryptographie chez moi? Est-ce que je l'utilise pour chiffrer des communications? Est-ce que c'est pour chiffrer les données au repos, hein, donc le chiffrement de surface, les chiffrements de données? Est-ce que c'est d'autres choses, etc. Alors là, je parle de chiffrement, il peut y avoir d'autres usages, évidemment, tout ce qui est signature, etc. Donc faire cet inventaire, l'inventaire il doit être utile, donc il doit être exhaustif quand même, parce que si j'oublie des choses à droite ou à gauche, ça ne va pas trop me servir. Par contre, ça c'est vrai dans ce cas-là, comme c'est vrai pour tous les inventaires, je veux un inventaire qui soit utilisable, compréhensible, et pas une somme de plein d'informations, un tableau avec 3 milliards de colonnes, et finalement je ne peux plus rien en faire du truc. Donc voilà, c'est un peu compliqué de réunir tout ça, mais voilà, je fais cet inventaire. Ensuite, je fais mon analyse de risque. Ça, encore une fois, en tant qu'expert 26001, c'est quelque chose qui te parle, hein, William. Bien sûr. On commence par l'analyse de risque, et en particulier, on se pose la question, on parle depuis tout à l'heure de menaces quantiques, hein, et je vous ai rappelé dans les slides précédentes que ça concernait surtout la cryptographie asymétrique. Donc on se pose la question, quelle est ma surface d'exposition finalement par rapport à cette menace? En quoi est-ce que je suis vulnérable? Et finalement, ma cryptographie, là, quand j'ai fait mon inventaire, elle servait à quoi? Elle servait à protéger quelles données, etc., etc. Et ces données-là, si jamais effectivement demain je suis dans cette situation où les ordinateurs quantiques sont là et où mes algorithmes ne sont pas aussi robustes que je le pensais, quel est le risque pour moi? Et puis il y a cette troisième case qui est peut-être un petit peu enquiquinante. Il est évident que ça ne va pas être chaque entité qui va développer elle-même des solutions pour implémenter des algorithmes post-quantiques. On va quand même se reposer sur un écosystème et sur des fournisseurs et sur des suppliers. Il va falloir se tourner vers ces gens-là et leur poser la question, eh bien vous, monsieur le fournisseur de, je sais pas moi, de firewall, monsieur le fournisseur de tunnel VPN, monsieur le fournisseur de je ne sais pas trop quoi, où est-ce que vous en êtes dans votre état de préparation vis-à-vis du quantique? Quel est votre plan et comment est-ce qu'on peut migrer? Ça, c'était... Et dans l'inventaire, je le précise, mais ceux qui sont ISO le savent très bien, l'inventaire des informations, bien entendu, qu'est-ce qu'on a comme information dans l'entreprise et quelle durée de conservation on a associé à l'information. Ce sera également une donnée extrêmement utile pour pouvoir voir leur durée de vie et voir à quel moment elles seront vulnérables peut-être à l'informatique quantique. Alors la phase 2, on planifie. Yes, on planifie parce que on a fait cet inventaire, mais il faut lancer la migration, mais on ne se lance pas bille en tête évidemment. Il faudra définir la stratégie, construire la roadmap. Un point aussi, tant qu'à faire, décider du RACI, qui fait quoi, pardon, qui est responsable de quoi. Un point également qui risque de piquer de temps à autre. Malheureusement, il faut en avoir conscience. Faire cette migration, ça va quand même demander des ressources financières. Et ça, il faut le prévoir. Et donc voilà, on a tout ce travail de budgétisation. Donc il faut prévoir un budget alloué pour cette migration. Et le quatrième point, mais ça, ce n'est pas forcément lié uniquement à la crypto, la gestion des changements. Ça, encore une fois, on pourrait en faire un talk en entier. Universel. Voilà, donc là, je me tourne vers nos amis du Clusif. Si vous voulez faire un prochain sujet, la gestion des changements. Donc, je pense que vous avez les volumes 1 à 56 pour les prochaines années. Voilà, donc on va passer. Un moment, même si c'est rigolo, il faut arrêter de parler et il faut se lancer. Il faut faire cette migration. Ça, du coup, sur les actions à réaliser, je n'ai pas grand-chose à dire. Réaliser les actions qui sont prévues dans la stratégie qu'on avait définie précédemment. Juste, j'ai mis quand même des petits points de vigilance sur cette phase-là.
Évidemment, un projet de migration IT quand même, qui va impliquer toute l'entité, et donc ça va demander quand même des efforts de coordination. C'est ce que je mets ici, mettre en place une communication au service de la migration. Évidemment, vous allez demander aux gens, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur la question du changement, vous allez demander aux gens de bousculer un petit peu leurs pratiques, leur façon de faire, etc. etc. Ouais, bah ça, évidemment, si on le fait de façon intelligente, avec de la pédagogie, en impliquant tout le monde, en laissant de la place à tout le monde pour se poser des questions et réfléchir, etc., c'est tout de suite plus efficace que si je donne des ordres uniquement descendants et que je n'explique rien et que patati. Voilà. Et puis le dernier point, évidemment, et ça, pareil, côté cybersécurité, c'est des choses de mon habitude, toujours la base de test et validation qu'on implémente, voilà, de nouvelles solutions, qu'on fait des modifications. Et du coup, la quatrième phase, donc le maintien dans le temps et l'amélioration continue. Parce qu'on s'est dit depuis tout à l'heure que tout ça, ça demandait beaucoup de préparation, ça demandait de l'argent, ça demandait beaucoup de travail, ça demandait beaucoup de réunions, ça demandait beaucoup de discussions. C'est quand même bête de faire tout ce travail-là pour se dire que si demain j'ai une autre menace qui arrive, je veux recommencer à zéro. Donc non, on va essayer d'être agile. Voilà, on revient sur le mot que tu avais dit tout à l'heure, la crypto-agilité. On va essayer justement de mettre en place ce framework pour... déjà, on avait dit tout à l'heure, on a fait tout ce travail d'inventaire, etc. C'est toujours la question de tarte à la crème. Ça, une fois qu'on a fini l'inventaire, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on range l'inventaire dans un placard et on oublie et on revient 3 ans après pour tout recommencer? Ou est-ce qu'on le fait vivre, on le fait respirer et on le maintient dans le temps? C'est toujours ça. Voilà, on continue à faire la veille cryptographique et finalement, voilà, donc cette notion de crypto-agilité qui nous permet plus facilement dans le futur d'adapter finalement les nouveaux standards. D'accord. Donc, en synthèse, il faut commencer par un inventaire précis du matériel crypto et des informations. Il faut planifier une stratégie de migration et prévoir les ressources nécessaires à cette stratégie. Et puis, tester, déployer, maintenir, améliorer la crypto-agilité. Très bien. Quels sont les grands challenges que nous avons à relever aujourd'hui? Ouais, tout à fait. Du coup, initialement, quand j'avais discuté avec toi pour préparer ce plan, je me suis dit, ça aurait été bien d'insérer ici quelques retours d'expérience, quelque chose de très concrète. C'était assez naïf de ma part, parce qu'évidemment, des retours d'expérience d'entités qui ont totalement terminé leur migration, il n'y en a pas. C'est simple que ça, évidemment. Malgré cela, de façon un petit peu prospective, on peut identifier des défis qu'il faut adresser. Voilà, j'en ai mis quelques-uns ici sur les petits post-it. Premier point qui paraît un peu évident à tout le monde. Donc là, on parle quand même d'une migration vers des algorithmes cryptographiques qui sont nouveaux, hein, donc ça demande à ce qu'il y ait des experts qui connaissent un petit peu la solution, qui connaissent un petit peu tout ça. Voilà, il va falloir certainement aller chercher ces ressources humaines, ces expertises quelque part pour nous aider. On en a beaucoup parlé, on a un petit peu rigolé là-dessus, hein, sur la partie gestion des changements évidemment, résistance au changement, le scepticisme, en particulier ça peut venir avec le troisième post-it en orange, en particulier le scepticisme peut-être du top management finalement de la direction, hein, qui va falloir convaincre, il va falloir chercher un petit peu les budgets pour réaliser donc, ces travaux-là. Encore une fois, c'est un exercice de pédagogie qui est difficile, puisque finalement c'est pour faire face à une menace, je ne suis pas capable vraiment de la dater, mais voilà, c'est quand même quelque chose qui est important. Un point qu'on n'a pas trop discuté aujourd'hui, mais qui est quand même important là, en haut à droite, c'est la partie performance, parce que c'est un truc qui est tout bête, hein, mais on a nos algos classiques qui ne résistent pas aux attaques quantiques, et puis on a les algos post-quantiques qui résistent aux attaques quantiques. Donc quelqu'un qui ne connaît pas le sujet dit bah oui, mais c'est un petit peu idiot, pourquoi est-ce que je continue pourquoi est-ce que je ne veux pas avoir le beurre et l'argent du beurre? Parce qu'il y a une contrepartie, finalement, c'est la partie performance. Hein. Donc les algos post-quantiques vont générer beaucoup plus de calculs, vont être plus lents, vont nécessiter plus d'espace mémoire. Et donc l'espace mémoire, en particulier quand on est dans des systèmes embarqués ou dans des environnements à ressources limitées et contraintes, c'est assez challengeant. Donc voilà, tout ça, il faut le prendre en compte également, c'est pas évident. Ça fait le lien avec en bas à gauche en gris sur la partie hardware. Donc du coup, effectivement, on va avoir besoin de matériel qui vont supporter ces nouveaux algorithmes-là, qui sont pas les mêmes, qui vont demander plus de ressources, etc. etc., etc.
toujours dans la partie gestion du changement, gérer l'interopérabilité. C'est un mot que j'aurais pu éviter, ça, quand je faisais mes slides. Notamment quand on est dans cette phase de migration, on bouge un petit peu, on change un petit peu de pied. Voilà, donc s'assurer quand même que quand je fais ces migrations-là, je ne vais pas avoir des dépendances qui vont tomber malheureusement, parce que ça risque d'être un petit peu pénible pour tout le monde. Et puis donc le dernier point, encore une fois on revient sur l'aspect communication, coordination avec les parties prenantes et en particulier avec nos fournisseurs, avec nos prestataires. Encore une fois, je te renvoie la balle, William, c'est la partie 26 000. La gestion de la sécurité avec nos fournisseurs, un vaste sujet à nouveau. Vaste sujet. Bref, ce que je comprends, mais bon, on avait, je pense, déjà compris, c'est que le changement, il n'est pas que technique, hein, il est aussi organisationnel, effectivement, et il faut prendre en compte absolument tout le contexte d'entreprise en incluant les fournisseurs. Pour finir, ce que j'aimerais bien, est-ce que tu as une synthèse comme ça qu'on pourrait enregistrer dans nos mémoires, hein? Mais oui, William, merci pour cette transition. Vraiment, on ne dirait pas. Vraiment, on pensait qu'on l'avait préparée ensemble. C'est incroyable. Absolument pas. Et oui, effectivement, on arrive au moment où vous pouvez faire un screenshot si vous voulez. C'est notre takeaway, notre petite slide synthèse. Notamment pour nos amis RSSI. Donc vous voyez ici les 4 messages que je vous affiche là en couleur, qui reprennent un petit peu ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Pardon, je reprends mes mots. Initiez le diagnostic rapidement, lancez-vous maintenant, commencez l'inventaire cryptographique, faites votre analyse de risque, analysez donc votre exposition face à la menace quantique. Prenez bien le soin, avant de vous lancer bien en tête, à consacrer du temps dans cette phase de priorisation, de planification, bien comprendre, bien bâtir, bien valider votre stratégie. Et évidemment, le dernier point, on en a pas mal parlé, impliquez bien toutes les parties prenantes, engagez bien le dialogue avec tout le monde, en interne comme en externe, donc avec ici les fournisseurs, les prestataires. Un dernier mot également sur cette slide, donc vous voyez la partie à gauche là, ce que je voulais vous dire ici, c'est qu'il y a quand même des guides qui sont bien faits, qui existent, et j'en ai mis 2 ici en exergue. Donc le premier de l'ETSI, donc côté européen, donc voilà, vous pouvez chercher la petite référence avec ce guide finalement pour vous guider, tout bonnement, dans ces stratégies de migration. Et puis le deuxième, le handbook, le PQC Immigration Handbook, qui a été publié par nos amis néerlandais, donc c'est l'agence de sécurité des Pays-Bas qui propose donc ce livre, donc un livre d'une centaine de pages ou 150 pages, je ne sais plus, donc c'est quand même assez complet. Voilà, j'en ai choisi 2, il y en a d'autres, vous avez le NIST également, vous avez plein d'autres choses, mais tout ça pour dire que vous avez quand même des supports, vous n'êtes pas obligé de tout recommencer et tout inventer vous-même. Christophe, merci beaucoup pour cet éclairage aussi passionnant que pratique. Et évidemment, maintenant, on va passer à vos questions. Et avant de les prendre, moi, j'en aurais une première, juste pour lancer les débats. Tu l'as évoqué, mais j'aimerais vraiment y revenir. Quel est le niveau de confiance qu'on peut avoir aujourd'hui dans ces nouveaux algorithmes post-quantiques? Ouais, donc ça, c'est quand même une question importante. Il y a plusieurs éléments de réponse. Déjà, le premier, donc, je vous rappelle, je vais revenir en arrière, ce qu'on disait tout à l'heure, on avait donc on avait donc ce programme du NIST qui a duré quand même un certain temps, quelques années, qui ont impliqué finalement tous les chercheurs, toutes les personnes dans le milieu qui voulaient réfléchir, qui voulaient voilà, trouver des solutions. Et je veux dire par là que les algorithmes qui sont proposés au final, ce sont les algorithmes, finalement, c'est un petit peu Koh-Lanta, ce sont les algorithmes qui sont arrivés jusqu'au bout, qui ont résisté à toutes les épreuves, voilà, donc ils ont eu le totem. On a quand même un certain degré de confiance là-dessus. Ceci étant dit, le risque zéro n'existe pas. C'est ce qu'on avait rappelé tout à l'heure également. Certains algorithmes qui étaient très prometteurs, finalement, se sont écroulés. Et je rappelle du coup ce que disait Lancy tout à l'heure. Voilà, on a quand même cette notion d'hybridation qui nous permettent de conjuguer donc, voilà, les algorithmes post-quantiques avec les assurances de sécurité qu'on a aujourd'hui sur nos algorithmes classiques.
Alors, donc, je vais prendre les questions qui sont arrivées, et vous pouvez encore en poser, ne pas hésiter. Une qui est arrivée, mais est-ce qu'on ne pourrait pas aujourd'hui, on a vu au début de ce slide, donc ce sont les algos asymétriques les plus touchés directement, mais est-ce qu'on ne pourrait pas simplement augmenter la taille de clé? Est-ce que ça ne va pas suffire pour commencer? Et pour combien de temps ça suffira de les monter? Quelle est la limite technique de monter les tailles de clé? Non, en fait, on peut. Ouais, donc, du coup, on parle de la deuxième ligne, sur la ligne Oui. cryptographie asymétrique. Non, ça ne va pas suffire du tout, en fait, d'augmenter la taille de clé. Pourquoi? Parce que, en fait, les algorithmes. Où est-ce que je l'ai mis? Voilà. Les algorithmes qui vont attaquer justement les algorithmes asymétriques, donc ce sont des nouveaux algorithmes, enfin, donc l'algorithme de Shor, en particulier, il a une efficacité qui est bien plus, qui a un ordre de grandeur bien plus élevé que l'efficacité de nos algorithmes actuels. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que vous avez votre puissance de calcul à vous, puis l'attaquant il a sa puissance de calcul à lui, et vous n'allez pas gagner comme ça en fait, ça sert à rien, ça va être beaucoup trop coûteux. Donc non, ça n'a pas marché du tout d'augmenter la taille de clé, il faut vraiment trouver une autre solution. C'est comme ça, c'est comme à l'époque par exemple, SHA-1, on ne vous a pas dit non, mais c'est pas grave, enfin, on peut garder le truc. Non, on a dit allez, laissez tomber le machin, vous passez directement à autre chose, et puis voilà, on n'en parle plus. Là, c'est vraiment ça. D'accord. Alors, autre question de la part d'un RSSI qui pose cette question. Est-ce qu'il y a des leviers pour convaincre de lancer les travaux comme ceux évoqués? Ouais. Bon, ça c'est toujours une question difficile. Mais déjà, première chose, évidemment, tout ce que je vous présente ici, c'est pas juste moi qui le pense, hein, sinon ça n'aurait pas un grand intérêt. C'est quand même quelque chose qui est, enfin, des opinions qui sont partagées dans le milieu. Et en particulier, je vous invite à revenir sur le site de l'ANSSI, à aller voir donc, les publications que je vous parlais. Ce sont vraiment l'avis scientifique de l'ANSSI sur le machin. Et ce que je veux dire par là, c'est que le jour où vous allez voir votre direction en disant pardon, on a un problème, j'ai besoin d'un budget pour faire ceci, cela, etc. Voilà, vous allez pouvoir vous appuyer sur justement toutes ces données-là, tous ces avis-là, toute cette base de connaissances en fait. Et c'est ça qu'il faut mettre en avant. C'est l'ANSSI qui nous recommande fortement, alors aujourd'hui qui est déjà hier, parce que c'est 2022 encore une fois, mais dès aujourd'hui à lancer les travaux en fait. D'accord. Alors, toujours sur notre chat, autre question. Quelles sont les bibliothèques ou logiciels ou solutions déjà disponibles pour une hybridation en post-quantique? Est-ce qu'il y a déjà des bibliothèques open source ou des produits commerciaux qui feraient le travail? Ouais, tout à fait. Vous en avez pas mal. Alors du coup, voilà, vous reprenez votre moteur de recherche, mais vous tapez PQC Alliance notamment, donc, dans lequel vous avez énormément de ressources en open source qui sont disponibles là-dedans. Voilà, c'est une alliance tout simplement de pas mal d'entités qui travaillent sur le sujet, et ça vous permet de suivre un petit peu ce que c'est fait. Donc ça, enfin, vous posez la question du coup sur la partie open source. Oui, on a des librairies qui existent, hein, qui commencent à implémenter ces choses-là. Vous avez notamment sur ces ressources que je vous citais tout à l'heure, des tableaux de suivi qui vont vous dire n'importe quoi. Dans TLS, voilà ce qu'on a qui est fait, qui n'est pas fait. Dans IPsec, voilà les trucs qui sont faits, qui ne sont pas faits, etc. Et vous avez ce listing comme ça et vous pouvez un petit peu faire votre marché. Donc ça, c'est la partie open source. Vous pouvez déjà chercher là. Et puis, de l'autre côté, pas open source, mais côté payant, on va dire, les fournisseurs, ça, vous pouvez, je ne vais pas faire la pub pour personne, mais vous allez voir un petit peu tous les fournisseurs de solutions, que ce soit le firewalling, que ce soit les VPN, que ce soit toutes ces choses-là. Et ils ont déjà lancé les travaux. Je sais que, voilà, je ne vais pas donner de nom, mais toutes les grandes sociétés, ils ont toutes des équipes de chercheurs sur le sujet. Et, vous pouvez voir sur leur site, tout simplement, ils mettent ça en avant, évidemment. Et vous pouvez voir à quel point est-ce qu'ils sont prêts ou pas. Typiquement, si vous prenez une solution de firewall qualifiée, ils vont vous expliquer, nous, on a des algorithmes post-quantiques qui sont implémentés également dans tel firmware, etc. Et si jamais vous êtes intéressé, on peut vous guider pour passer des modèles que vous avez aujourd'hui vers les nouveaux modèles, etc. Comment ça se passe? Et là, on évoque la partie soft, mais je pensais au côté matériel. Là, on embarque des algos de chiffrement matériel. Ouais. Est-ce que la puissance de calcul est beaucoup plus importante avec ces algorithmes post-quantiques? Oui, alors du coup, alors je l'ai évoqué très rapidement sur un petit post-it. C'était juste un petit post-it, mais on va revenir sur le post-it quand même. Hein. Il était bien le post-it. Du coup, ça c'est une question qui est il est long le post-it. Hop, il est là. C'est une question qui est quand même importante.
Du coup, ouais, en fait, on a ces deux contraintes qu'il faut regarder. C'est petit 1, c'est le temps de calcul, et petit 2, c'est la taille des données. Donc les tailles des données qui vont influer du coup sur l'espace mémoire et sur la taille des communications finalement. Et on se rend compte que sur la partie temps de calcul, on perd un petit peu, enfin ça dépend des cas, il y a des cas où on gagne même, mais en grosso modo on perd un petit peu, mais c'est tout à fait jouable. Enfin je veux dire, on peut perdre sur un facteur de 3, donc c'est pas quelque chose qui fait plaisir à entendre, mais c'est pas non plus quelque chose c'est pas la fin du monde, quoi, c'est pas l'apocalypse. Par contre, sur la partie vraiment mémoire, ça peut dans certains cas être assez problématique. Et donc c'est ce que je disais tout à l'heure, ça dépend vraiment des cas, c'est pour ça que cette étude est importante. Dans j'ai envie de dire l'informatique classique, on sait gérer l'espace mémoire, c'est pas trop un sujet. Comme je disais tout à l'heure, quand on est dans des systèmes embarqués, ce genre de choses, c'est parfois un petit peu plus coton. Donc voilà, il faut regarder un peu plus finement ce qui se passe là-dessus. Mais pardon, j'arrête pas de faire des allers-retours. Mais ici, là, je sais plus où est-ce que c'était. Ouais, ici, vous voyez, j'avais mis un truc là, donc seulement sur l'IoT. Alors c'est très c'est très contextualisé sur framework, sur le post-migration machin dernière. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a quand même des chercheurs qui travaillent sur les impacts de la crypto post-quantique dans le monde industriel et dans l'IoT, dans l'implémentation des solutions, comme tu dis, sur les performances, etc. Donc ce sont aussi des choses qui sont étudiées. Je vous invite à regarder un petit peu tout ça. Bien, j'aime beaucoup les deux questions suivantes, mais là je pense que c'est mon côté Vincent Pélin qui me déforme. Tu l'as évoqué, c'est la veille. Et la veille est importante sur ces sujets-là. Donc on a évidemment évoqué le NIST et l'ANSSI comme source de veille, mais est-ce que tu connais d'autres sources de veille pertinentes pour suivre l'évolution des algorithmes quantiques? Ouais, alors du coup, oui, alors déjà, premièrement, effectivement, tu as cité NIST et l'ANSSI, se baser sur ces sources de connaissances institutionnelles, c'est toujours quand même intéressant. Finalement, on se dit, voilà, on est assez rassuré quand l'ANSSI dit quelque chose, on se dit, bah voilà, c'est quand même un peu leur métier, donc voilà, on a envie de les écouter. À côté de ça, on a plein d'autres sources. J'avais évoqué tout à l'heure la PQC Alliance. Là, donc, vous avez des consortiums comme ça, des regroupements, des groupes de travail qui mettent à disposition effectivement des ressources sur l'état d'avancement, sur des choses très précises, très pragmatiques, hein, pas seulement sur l'aspect migration, etc., la stratégie, comment est-ce que je fais, mais vraiment sur les implémentations, qu'est-ce qui est disponible, qu'est-ce qui n'est pas disponible, où est-ce qu'on a déjà fait des efforts. Et puis même, vous avez également des choses, des graphes, si vous voulez regarder, c'est assez didactique, des graphes qui nous montrent des comparaisons d'implémentation et de performance. Voilà, pour faire tel algorithme avec telle implémentation, machin, ça me prend tant de millisecondes, alors que tel autre, voilà, et j'ai des comparatifs, et c'est assez intéressant. Alors, juste mon petit bémol par rapport à ça, des informations pour faire de la faille, vous en avez retrouvé plein, vous en avez trouvé vraiment beaucoup, et heureusement aujourd'hui, maintenant, en plus on a l'IA, donc c'est plus facile, mais c'est parfois un petit peu compliqué de faire le tri et d'organiser tout ça, donc voilà. Alors, autre question arrivée sur le chat. Est-ce qu'il existe des labels, des certifications ou des critères objectifs permettant de sélectionner des fournisseurs compatibles PQC? Ouais, alors là-dessus, je vous invite encore une fois à retourner sur le site de l'ANSSI. Ça, ils l'ont dit là. Je vous remets le machin. Peut-être, oui, ce serait intéressant. Alors voilà, les deux avis, donc pas celui de 2022, mais celui de 2023. Ouais. Parce que voilà, ils ont fait deux avis, c'était pour préciser le premier, mais dans le deuxième avis, notamment l'ANSSI a dit on va, alors c'était en 2023, donc le on va devient maintenant du présent, mais on va faire évoluer nos schémas de certification, parce que vous savez que dans les schémas de certification, on doit évaluer toutes les fonctions de sécurité, et notamment la partie cryptographie, ce que je vous expliquais tout à l'heure. Et ben donc on va faire évaluer les schémas de certification pour évaluer également les algorithmes post-quantiques, la résistance du coup aux attaques quantiques. Et donc ça, je vous disais, c'était le futur de 2023 qui est devenu du présent. Et j'ai plus en tête malheureusement, je n'ai pas révisé, mais il y a déjà eu une première certification qui a pris en compte du coup cet aspect post-quantique. Alors peut-être que quelqu'un dans le chat a la réponse et va pouvoir nous le dire, ce sera très gentil. Mais déjà, il y a déjà eu une première certification qui a été délivrée par l'ANSSI qui prend en compte cet aspect post-quantique. Donc tout ça pour dire que si vous cherchez effectivement cette histoire de label, les certifications classiques qu'on connaît de l'ANSSI, les CSPN et les CC, vont commencer vraiment à se diffuser. Et, vous savez comment ça se passe, c'est l'effet boule de neige, c'est-à-dire qu'il y en a un qui se lance dedans et les autres, comme ils sont concurrents, s'ils vont vendre leurs produits, ils n'ont pas le choix. Ils sont obligés de le faire aussi, sinon c'est pas bien. Ça me rappelle une certaine norme, mais je ne la reciterai pas. Alors, je sais que le sujet est très nouveau, mais est-ce qu'on a déjà des retours d'expérience de migration, de transition post-quantique?
Alors des retours d'expérience sur le long terme, pas tellement en fait. Il y a déjà eu des, des premières utilisations de crypto post-quantique, de mécanismes, c'est des choses qui ont été mises en avant. Typiquement, si vous allez sur le site de l'ANSSI, ils en parlent, il me semble, ou dans le plan quantique de la France, hein, vous avez effectivement Emmanuel Macron qui avait envoyé un message chiffré avec de la crypto post-quantique à je ne sais plus trop qui. Donc voilà, il y a eu des choses qui ont été faites. Par contre, un retour d'expérience vraiment pour dire, ben voilà, moi j'ai fait la migration et voilà qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui n'a pas bien marché. Non, ça, il n'y a pas ça. J'aurais bien voulu les mettre dans les slides, mais non, il n'y a pas. Alors, j'ai une longue question qui arrive et qui parle de souveraineté. Alors, je la lis. Le sujet quantique peut-il permettre aux solutions souveraines ou de confiance de se mettre en avant? Globalement, que conseillez-vous aux acteurs des solutions de confiance pour avoir quelques coups d'avance, pour proposer des solutions aux RSSI et aux responsables de la cyber pour mieux se préparer? Ouais. Alors, je vais commencer par la fin de la question pour cette histoire de coup d'avance. Malheureusement, j'ai envie de dire, si vous êtes dans ce cas-là, vous proposez une solution souveraine et que vous êtes en train de vous dire qu'il faudra se lancer pour avoir un coup d'avance, bah, vous avez déjà un coup de retard en fait. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que la plupart des grands providers, des grands fournisseurs de solutions, ils ont déjà dans leurs équipes des doctorants et des post-doctorants sur le sujet. Et ça fait déjà, déjà à l'époque, quand moi je sortais de thèse, ils étaient déjà dans le game en fait. Donc vous n'avez pas de coup d'avance, c'est trop tard. Ceci étant dit, si maintenant je retourne sur le début de votre question, oui évidemment, c'est très important en fait. Comme beaucoup de personnes, je pense dans cet événement, je crois énormément à la souveraineté numérique. Bon, après, ce n'est pas tellement mon avis à moi qui compte, mais l'ANSSI encourage fortement, effectivement, donc, les fournisseurs de solutions souveraines à travailler dans cette voie-là et à proposer des choses qui soient résistantes en fait, aux attaques quantiques. Ouais. Allez, j'ai une dernière question, effectivement, elle est intéressante, et on revient dans le côté très, très pratique. Quels sont, selon toi, les éléments les plus complexes à inventorier dans une cartographie cryptographique? En fait, le problème, c'est qu'on risque toujours de passer à côté de petites choses qu'on a oubliées. Il y a des choses qui sont faciles à inventorier. J'ai envie de dire, vous utilisez du TLS. Ah oui, ça c'est évident. Voilà, et vous êtes capable de sortir quels sont les algorithmes de TLS qui sont utilisés parce que c'est dans les suites de chiffrement, vous allez dans la configuration du protocole et puis vous sortez toute la liste et puis c'est tout. C'est pas bien dur. Il y a des choses à laquelle vous allez penser vraiment naturellement. Et puis il y a des choses vous allez oublier, ou alors, c'est toujours pareil, hein, il y a un chef de projet qui un jour a utilisé un truc, qui ne vous a jamais prévenu, donc vous n'êtes pas au courant, et puis voilà, c'est le côté vraiment très exhaustif en fait qui n'est pas évident, mais c'est la même chose pour un inventaire tout court, hein. Donc on a souvent des entités qui ont des systèmes assez complexes, avec pas mal de ramifications, avec des sites distants, notamment si on est dans des contextes industriels ou autres. Et il se pose toujours la question, mais voilà, comment est-ce que je fais pour cartographier tout ça? Comment est-ce que je fais pour m'assurer d'être bien exhaustif, de bien capter tous les flux d'échanges, de savoir qu'est-ce qui est installé ou pas sur mon système, qu'est-ce qui communique avec quoi, etc. etc. Et souvent, c'est ce qu'on fait, hein, on prend une sonde de détection et puis on la déplace à un endroit, puis un autre, puis un autre, puis un autre, parce qu'il n'y a pas d'endroit qui m'assure finalement d'être exhaustif. Et donc ça prend beaucoup de temps, ça veut dire qu'on on prend de bonnes chaussures et on se balade dans l'usine, mais oui, il faut faire ce travail-là et ça prend du temps. Ok, écoutez, on va conclure sur une phrase. Tiens, je vous propose pour finir ce webinaire, protéger ces données aujourd'hui, c'est éviter de les perdre demain face au quantique. Christophe, merci beaucoup. Merci à vous toutes et à tous d'avoir participé à ce webinaire et je vous dis à très bientôt. Au revoir.